La mort de Salvador Allende a la particularité d'avoir été délibérée. Avant d'opter pour cette solution, le président du Chili l'a mûrement réfléchi et pesé. Peu importe qu'Allende ait été la victime immédiate de son propre fusil ou des balles des militaires putschistes, lorsqu'il a décidé de rester dans son bureau jusqu'au dernier moment, il l'a fait en sachant qu'il n'en sortirait pas vivant. Sur le plan thématique, Allende a explicité dans chacune de ses allocutions sa détermination à ne pas céder à la violence des putschistes et à rester à son poste, afin de garantir la continuité du processus démocratique. Dès les premières informations sur le soulèvement, Allende a prévenu. Au-delà de ces correspondances, les 5 allocutions dessinent une double progression. De la première à la troisième, il devient de plus en plus clair que le soulèvement militaire est d'ampleur nationale. Du premier discours, on apprend que l'insubordination est limitée à un secteur de la marine et à Valparaíso. Du deuxième, que c'est toute la marine de cette ville qui est insoumise. Du troisième, que l'on assiste à un coup d'État auquel participent la plupart des forces armées du pays. À partir du troisième discours, qui reconnaît tacitement l'irréversibilité du processus séditieux, Allende précise ce qui n'était qu'implicite dans les 2 premières interventions. Le fait que la détermination de rester à son poste jusqu'au dernier moment implique la décision de sacrifier sa vie si cela s'avère nécessaire. Gracias.
La mort comme leçon de morale. La mort comme acte pédagogique. Dans l'immédiat, le sacrifice d'Allende est nécessaire pour illustrer par contraste la félonie, la lâcheté et la trahison des militaires putschistes. On peut dire que le président est pleinement conscient de la prodigieuse dimension symbolique que prendra son geste, et pas seulement au Chili, dès qu'il sera rendu public par les médias. Parole et sacrifice de vie ont la même fonction, la même efficacité, la même dimension pragmatique. Ils sont deux aspects pleinement solidaires d'une même réalité, parce que le discours et l'action sont deux aspects pleinement solidaires d'une humanité responsable. On pourrait également dire que le président est pleinement conscient de l'existence d'un risque plus grand, la possibilité que son sacrifice, étant un acte fondamentalement symbolique, soit transformé en un mythe. C'est cette conscience qui explique l'insistance avec laquelle Allende inscrit son sacrifice dans le concret, c'est-à-dire l'insistance avec laquelle il l'historicise. Pour historiciser son acte de loyauté, de courage et de dignité, Allende le maintient sur un plan strictement humain et terrestre, absolument étranger aux idéalisations qui menacent de diluer les gestes d'héroïsme dans le surnaturel. La base de la vie sociale est culturelle. Elle réside dans les mots qui la fondent, la Constitution et la loi,
et dans l'adéquation pour les sujets sociaux entre le discours et l'action. Il ne peut y avoir de société juste, digne, responsable, civilisée, si les mots qui lui servent de fondement ne sont pas respectés. Si un homme ne respecte pas sa propre parole, s'il n'accepte pas que son discours compromette l'ensemble de ses actions, il ne peut atteindre le statut d'homme civilisé, responsable, juste et digne. Allende a sacrifié sa vie par respect pour son propre discours, pour tenir sa parole. Et André Vanas portant sur le coup d'État du Chili. Merci beaucoup. Donc, on va poursuivre avec quelques remerciements aux organisations solidaires avec le peuple chilien et j'invite Mme Zaida Nunez à venir présenter les personnes ou leur donner des remerciements. Merci. Ça s'entend, vous m'écoutez bien? Ok. Bonjour, je suis vice-présidente de la Fondation Salvador de Allende et ça me fait plaisir que vous soyez en si grand nombre à partager ce moment, cette commémoration avec nous. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup. Bon, vous savez, nous sommes arrivés ici suite au coup d'État. Nous sommes des réfugiés politiques. Un réfugié politique ne choisit pas où il va vivre. Tout simplement, il va vivre là où il sera parachuté, là où il peut être reçu, se développer, il peut vivre dans un pays, là où il peut trouver un pays où vivre. Donc, nous sommes venus ici suite au coup d'État, mais nous sommes venus ici aussi grâce à la solidarité. La solidarité que le peuple québécois, à travers ces organisations, ces partis politiques, ces groupes sociaux, etc., ont développé à partir du jour du coup d'État. Les gens se sont mobilisés beaucoup pour faire des pressions auprès du gouvernement pour qu'il ouvre ses portes aux réfugiés chiliens. Donc c'est comme ça que le Canada a ouvert ses portes aux réfugiés chiliens qui sont venus en nombre assez important à la fin de 1973. Ils ont commencé à venir en décembre 1973 et en 1974, beaucoup, et après les années qui suivirent aussi. Alors, depuis lors, nous sommes ici, nous nous avons développé comme personnes, nous nous sommes épanouis, tout ça grâce à l'accueil que les gens nous ont donné, à la solidarité qu'ils nous ont donné toujours pour permettre et faciliter notre adaptation à l'Église dans tous les domaines ici. Alors, nous n'avons qu'à remercier cette solidarité. Merci beaucoup. Cette solidarité. Parfois, je pense que jamais la cause d'un peuple aurait suscité, aurait provoqué tant de solidarité. Il y a peu de peuples qui peuvent le dire. C'est parce que je pense que les différentes sociétés occidentales suivaient de très très près l'expérience chilienne, un gouvernement socialiste qui arrive au pouvoir élu démocratiquement et qui essaie de développer un projet social pour sortir sa population du sous-développement, un projet d'égalité, de justice sociale et de développement pour les gens.
Donc l'expérience, le projet suscitait beaucoup d'intérêt partout dans le monde. Et les gens, quand il y a eu les coups d'État, les gens étaient vraiment choqués, les gens ont souffert. Je pense que tout le monde a vécu comme la perte de l'espoir, la perte de la possibilité d'avoir un projet social se développer dans un pays sous-développé. Donc, ça dit beaucoup sur l'expérience politique, sur l'avenir du peuple, sur les choix démocratiques qui sont possibles dans les sociétés occidentales. Ça fait réfléchir aussi à l'avenir, ça fait réfléchir à beaucoup de choses. Mais la réalité qui s'est développée après, ça a été la dictature très cruelle. Nous autres, on voyait venir les coups d'État, parce qu'il y avait eu des manifestations avant, là, qui faisaient en sorte que ça se voyait venir. Mais on n'avait jamais pensé que ça serait si cruel, qu'il y aurait tellement de tortures, des morts, des crimes, des disparitions. Franchement, on disait entre nos amis, on était courte à vie. On n'a pas prévu tout ça, que ça serait aussi sanglante. Hein? Et des milliers de disparus sont encore sans réponse. La famille attend toujours la réponse. Nous avons ici un mur sur votre gauche, là le mur. Là, il y a des photos des gens disparus. Il y a eu plus de 3000 morts et disparus suite au coup d'État. Et il y a encore plus de 1500 personnes qui sont portées disparues, dont la famille n'a aucune nouvelle. Les gens cherchent encore la vérité et la justice. 50 ans après, on a plus de 1500 personnes dont on ne connaît pas les sorts. On ne sait pas où ils sont. Hein? Donc, c'est très triste de finir le deuil parce que ça n'a jamais commencé. Ça ne peut pas commencer le deuil, donc on ne peut pas le finir. Et on entend souvent dire ni perdón ni olvido. Parce que c'est difficile de pardonner. Et il ne faut pas pardonner non plus. Parce que si le pardon signifie qu'on efface tous les crimes, hein, et que d'ici en avant, on continue comme si rien ne s'était passé. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas juste, c'est pas vrai. Donc, ni perdon ni olvido, c'est tellement vrai. On ne peut pas pardonner. Évidemment, il y a les pardons comme geste individuel aussi. La personne peut pardonner si c'est un geste individuel, mais un geste sociétal d'État, le pardon ne peut pas se donner. Parce que les gens qui vont pardonner les atrocités, les atteintes humaines, ça peut se répéter. Ça peut se répéter. Hein? Par exemple, dans l'Allemagne nazie, on n'a jamais pardonné l'Holocauste. On n'a jamais pardonné ces crimes-là horribles. Au contraire, on les a interdits, etc. Et la vérité était souvent cachée. Comme la droite au Chili voudrait cacher la vérité, voudrait effacer cette partie de l'histoire. Pendant la dictature, ils ont éliminé de l'enseignement tous les textes qui parlaient du gouvernement d'Allende. Ils sont interdits aux professeurs d'espagnol d'enseigner Pablo Neruda. Même s'il était prix Nobel de littérature, il était communiste. Alors il ne fallait pas parler de Pablo Neruda. Hein? Et des choses comme ça. Donc, il y a une partie de l'histoire qu'aujourd'hui, 70% de la population ne les connaît pas, ne l'a pas connu parce qu'ils sont nés après le coup d'État. Donc, ils ont été éduqués sous la dictature avec tout ce